Les X73500 ou ATER sont des autorails monocaisses. Ces engins ont été construits par Alstom entre le 25 novembre 1999 et le 24 avril 2004. 318 unités ont donc été livrées pendant cette période, du 73 501 au 73 818. Les X73 500 sont coupables jusqu'en UM3. Ils sont venus pour remplacer les X2800. L'idée était de créer un autorail économique capable de rouler à la vitesse de 140 km/h et de pouvoir transporter 80 personnes. Alors que c'était encore un sujet très sensible à la SNCF, il a été reporté dans le cahier des charges que ces engins soient équipés de la conduite à agent seul, c'est-à-dire d'écran de rétrovision et d'une commande de fermeture des portes en cabine. Le X73 500 est donc un véhicule monocaisse qui a une vitesse limite de 140 km/h et une masse à vide d'environ 47 tonnes. Il a un réservoir de plus de 1000 litres, ce qui lui donne une autonomie d'environ 1000 km. Les 200 derniers litres étant inutilisables. Il est équipé de 2 moteurs diesel MAN de 250 kW chacun. La transmission de l'effort est assurée par une boîte hydraulique, par coupleur et convertisseur de couple. Le changement de régime s'effectue à la vitesse d'environ 108 km/h. La structure de la caisse, le chaudron, est en alliage d'aluminium, alors que la structure de la cabine est en acier boulonné sur le chaudron. La face avant est une bulle en polyester collée sur l'ensemble chaudron-cabine. La face avant de la cabine est équipée de zones d'absorption des chocs avec des dispositifs anti-chevauchement. L'attelage est de type automatique Scharfenberg et il est prévu un emplacement pour que ce dernier, en cas de choc, puisse glisser sous la cabine de conduite. Entre les essieux, le bogie et la caisse, on retrouve une suspension primaire à plot en caoutchouc et une suspension secondaire pneumatique et plot en caoutchouc. Pour la réalisation de ces engins, pour la première fois, il a été émis l'idée d'un plancher surbaissé entre les bogies, de manière à améliorer l'accessibilité, normalement pour l'accès des personnes handicapées. De ce fait, la plupart des appareillages ont été installés en toiture, donc le refroidissement moteur est assuré par un circuit d'eau qui va en toiture, dans un radiateur et un ventilateur qui sont alimentés par un circuit hydraulique mu par le moteur diesel. On peut voir sur ces images la mise en évidence de l'efficacité des zones d'absorption de choc. Entre les essieux, le bogie et la caisse, on retrouve une suspension primaire à plot en caoutchouc et une suspension secondaire pneumatique et plot en caoutchouc. Le bogie est constitué de 2 essieux, un essieu porteur et un essieu moteur côté intérieur de la caisse,
où l'on retrouve le réservoir de gasoil. On peut voir que les deux moteurs sont disposés à l'avant de chaque bogie sous la cabine de conduite, ce qui provoque des mouvements transversaux importants. Le circuit d'huile de transmission est également refroidi par l'eau du circuit moteur. Chaque moteur entraîne également un compresseur à piston et on retrouve ici en toiture le ventilateur, la charge batterie et un réservoir principal de chaque côté. Le freinage est assuré par un frein pneumatique à commande électrique agissant sur tous les essieux. Ce frein est proportionnel à la charge. Il y a également un frein hydrodynamique conjugué avec le frein pneumatique agissant sur l'essieu moteur de chaque bogie et un frein électromagnétique comprenant 2 patins agissant sur le bogie numéro 2. On dit que les X73500 sont équipés d'une CG électrique puisque la commande du frein est effectuée et commandée par un circuit électrique et une unité centrale électronique. Cette unité centrale va également gérer la charge. En fonction de la charge, elle va déployer un freinage plus puissant ou moins puissant et également gérer les anti-enrayeurs. C'est-à-dire qu'elle va libérer du freinage au moment où les roues vont s'enrayer. Mais les X73500 sont également équipés d'une CG pneumatique classique. Cette CG, elle va permettre la commande de secours du frein en cas de défaut de la commande électrique et également commander le freinage d'urgence en cas d'appui sur le bouton de poussoir d'urgence en plus de la commande électrique. Et elle va servir en cas d'acheminement d'un autorail avarié avec une machine de secours désignée. Donc comme on le voit sur ce schéma, la commande du frein est répartie en 16 crans, le dernier cran étant le freinage d'urgence. Chaque rang mettant une intensité de plus au niveau du frein. Donc jusqu'au cran 5, c'est le frein hydrodynamique qui va se mettre en service, sauf si celui-ci détecte un enrayage par exemple. À ce moment-là, il va s'inhiber et le frein pneumatique va prendre le relais. Au-delà du cran 5, il va y avoir ce qu'on appelle une conjugaison des freins. Donc on va avoir en même temps une montée de pression dans les cylindres de frein et de frein hydrostatique qui va continuer à freiner le train jusqu'à une certaine vitesse, environ 50 km/h, en dessous de laquelle le frein hydrostatique s'enlève et c'est le frein pneumatique qui prend le relais sur tous les essieux du train. En freinage d'urgence, le frein fonctionne exactement comme sur un frein classique, donc c'est-à-dire qu'il est équipé de distributeurs, de réservoirs auxiliaires, donc il va provoquer un freinage maximum pour arrêter le train. En cas de freinage d'urgence, il y a également la mise en action de 2 patins électromagnétiques sur le même bogie. Donc le frein hydrodynamique se situe au même endroit que la boîte de vitesse. En fait, il va fonctionner un peu comme 2 roues à aubes opposées et on va réguler le passage de l'huile à cet endroit, ce qui va provoquer un effort de retenue.
Donc en cas de panne de l'unité centrale, s'il y a la perte de commande du frein, on peut placer le dispositif en commande de secours du frein. Et à ce moment-là, avec une petite manette, après avoir isolé le système électrique, on va commander directement des dépressions dans la CG. Donc ces dépressions, elles vont agir comme un frein classique, donc un frein de type UIC, et elles se répercuteront sur les autres engins si on est en UM. Donc à l'intérieur de chaque engin, on dispose d'un attelage de secours, c'est-à-dire que c'est un attelage qu'on va pouvoir monter sur une loque prévue pour porter le secours et qui va permettre de remorquer l'autorail. Et à ce moment-là, dans ces conditions, le frein sera commandé comme en commande de secours du frein, donc directement par des dépressions dans la CG. Et l'autorail sera freiné comme pour un frein classique, sauf qu'il aura plus les commandes de charge ou d'anti-enrayage fait par le freinage électrique. Alors ici on a une vue panoramique du pupitre de 73 500. Alors de gauche à droite on retrouve donc la radio pour communiquer avec les gares ou les postes. Ensuite on a les commandes de fermeture et d'ouverture des portes. Donc l'interrupteur à gauche, c'est la commande des essuie-glaces, donc sur intermittence normale et rapide, donc un interrupteur à 4 positions. Dessous, c'est le bouton poussoir pour le lave-vitre. Juste encore en dessous, le bouton blanc, on va trouver le SAL, le signal d'alerte lumineux, qui fait clignoter les phares et qui prévient les autres trains leur donnant de s'arrêter d'urgence. Le gros bouton rouge, c'est le bouton poussoir d'urgence. Ensuite, on trouve le sifflet. Juste en dessous, c'est le bouton de la RSO, de la répétition des signaux optiques. On a le même bouton jaune à droite, donc il y en a un de chaque côté du pupitre. Donc la face avant du pupitre est divisée en 3 parties. Donc à gauche, c'est le frein avec le KVB. Donc en haut, on a le KVB. Juste en dessous, on a le mano CP, CG et le mano des cylindres de frein des 2 bogies. En dessous de ces manomètres, on trouve 2 interrupteurs. Donc un interrupteur ZFIEF, donc c'est le frein d'immobilisation pour essai de frein. Donc ça immobilise l'engin moteur et tout en maintenant les freins desserrés, et ça permet de faire des essais de frein en fait, vérifier si les freins fonctionnent sur tous les essieux et sur les 2 bogies. Donc à côté de cet interrupteur ZFIEF, on a un interrupteur pour le test frein justement avec 2 positions. Et le 3e interrupteur à gauche, c'est l'interrupteur ZNF, l'interrupteur de neutre. Donc on va isoler l'équipement de frein, du moins la CG. Donc on place sur neutre et la lampe correspondante va s'allumer. Au bleu, ça veut dire qu'on est sur neutre. Au centre du pupitre, on retrouve l'indicateur de vitesse, donc l'IV. Donc à droite de l'indicateur de vitesse, on retrouve le boîtier des pictogrammes, sur lequel on va retrouver tout ce qui peut être défaut ou les prises en charge, KVB, VA. En dessous, on retrouve une sorte de bar graphe. Ce sont les indicateurs de freinage, donc du cran 0 jusqu'au cran 15, plus le cran 16 qui est le cran FU, et un cran blanc, un seul, qui est le cran traction. Donc juste à côté, on trouve 3 interrupteurs. Ces 3 interrupteurs, ce sont les lancements et arrêts des moteurs diesel. Donc un interrupteur qui peut basculer moteur 1 ou moteur 2 pour sélectionner le moteur à lancer ou à arrêter. Un bouton vert pour le lancement et un bouton rouge pour l'arrêt du moteur.
Donc à droite du pupitre, on trouve la boîte à levier, donc c'est une boîte à levier classique. Donc quand la boîte à levier n'est pas déverrouillée à l'aide de la clé, on peut actionner que les leviers qui se trouvent en bas. Donc c'est-à-dire l'éclairage de la cabine, du pupitre, le chauffage, mais on ne peut pas actionner les leviers qui se trouvent en haut, l'éclairage du compartiment voyageur, etc. Et il y a une clé par engin moteur. Donc à droite de la boîte à levier, on retrouve le SIAC, donc le système d'informatique embarqué, dans lequel on aura le SIV, donc les informations voyageurs avec le nom des gares qui défilent. On retrouve le système ATES qui est relié sur ce SIAC, donc c'est par l'intermédiaire du SIAC qu'on s'enregistre dans le système ATES. On trouve également le niveau des fluides de l'engin moteur, c'est-à-dire niveau d'huile, niveau d'eau, le niveau de gasoil, etc. Ensuite, le petit variateur, il sert à régler l'intensité d'éclairage au niveau du pupitre. Et à droite, c'est un interrupteur pour isoler les fanaux à l'avant ou les mettre au rouge fixe, par exemple en cas d'acheminement, en cas de secours. On peut être amené à basculer les feux à l'avant. Dans le cas contraire, ça se fera automatiquement. Sur le pupitre central, on retrouve l'inverseur avec le sens de marche avant, arrière. Ensuite, en dessous, la manette MPTF, manipulateur de traction et de freinage. Devant, on va avoir l'éclairage des fanaux, c'est-à-dire plein phare. Donc régime fanal ou projecteur. Et à gauche, c'est l'éclairage du pupitre. Ensuite, à gauche de ces manipulateurs, on ne le voit pas ici, mais on a un interrupteur, c'est pour le démarrage en rampe. C'est-à-dire qu'on maintient cet interrupteur appuyé avant de desserrer les freins. Et quand on va desserrer les freins avec le manipulateur de traction-freinage, ça va maintenir une pression dans les cylindres de frein, ça va permettre de passer en traction. Ensuite, on lâche cet interrupteur, les freins se desserrent et on peut démarrer, c'est pour le démarrage en rampe. Donc sur la façade frontale du pupitre, on trouve à gauche un interrupteur, c'est l'interrupteur de sablage. Donc pour sabler. Ensuite à droite on a un petit variateur, c'est le chauffage cabine. Et encore à droite un petit bouton rouge, c'est pas tous les 73 000 qui sont équipés, c'est la vidéosurveillance. Donc les engins équipés de vidéosurveillance, quand on appuie sur ce bouton, ça va sauvegarder pendant un certain temps le film de la vidéosurveillance du train en cas de problème. Nous voici donc arrivés à la fin de cette présentation du X73500. Donc du point de vue technique, on peut rajouter que les suspensions pneumatiques sont réglées grâce à des tirettes latérales qui permettent de compenser les ballants de l'engin moteur. Les points forts de l'engin, ça sera sa conception simple et robuste qui en font un engin relativement fiable. Les points faibles de l'engin, ce sera le confort. À la base, les X73500 n'étaient pas destinés à effectuer des grands trajets. C'était plutôt des engins pour faire de l'omnibus. Il n'y a rien de prévu pour le transport des bagages. Et l'équipement, suivant les régions, est quand même assez spartiate. Pas de table, pas d'éclairage, pas de poubelle aux places assises. Et puis 5 clims qui fait vraiment défaut, puisque en fait 2 clims c'est juste un rafraîchisseur qui va enlever quelques degrés par rapport à la température extérieure. Donc en cas de forte chaleur, il est courant qu'il fasse chaud à l'intérieur de ces engins, de même que souvent
le chauffage est assez faible. Pour arranger le tout, le conducteur ou le contrôleur n'ont pas la main mise sur la température, sur le réglage de la température à l'intérieur du compartiment voyageur. Enfin, le gros point noir de ces engins, ça va être le déchintage. Ils ont été victimes de plusieurs gros déchintages dus à leur faible poids. Plusieurs solutions ont été envisagées, mais visiblement rien n'est vraiment efficace. Malgré tout, on peut dire que ces autorails auront quand même bien marqué le paysage ferroviaire pendant de nombreuses années.